Il y a à peu près un peu plus de 20 ans, j'étais comme vous. Et j'ai eu la chance, en dehors du travail que je faisais, de commencer ma carrière par faire des émissions scientifiques et techniques qui passaient à Africa numéro 1. Je vous parle des années 94. Donc certains parmi vous n'étaient même pas nés, qu'on parlait déjà qu'Internet allait venir, le GSM allait pouvoir envoyer des messages, des images, des vidéos, puisque avant le téléphone ne servait que pour appeler et recevoir les informations. Donc c'est cette entreprise qui m'a demandé de faire le tour de 14 établissements pour parler de comment est-ce que les nouvelles technologies impactent sur l'éducation et l'emploi. Quand on parle d'emploi, on parle de tout type d'emploi. L'emploi salarié, c'est-à-dire vous travaillez quelque part, ou l'auto-emploi, comme lui, qui est slammer, qui vit de cette activité-là. Ça, c'est l'auto-emploi. Mais comment les nouvelles technologies impactent dessus? Ça s'appelle TIC Day, ça veut dire le jour des TIC. Et on dit comment le numérique surfe sur la formation et l'emploi. En Afrique, on est 1,2 milliard d'habitants. 1,2 milliard, les Africains. 70% ont moins de 25 ans. 70%. Il y a 995 millions qui possèdent un téléphone mobile et 41% vivent en milieu urbain. Il y a 362 millions, soit 29%, qui utilisent Internet. Parce que vous pouvez avoir un téléphone et ne pas aller sur Internet avec. Et vous êtes 170 millions à aller sur les réseaux sociaux. À côté de ça, notre continent, on doit tout construire. Les logements sont à construire, les routes sont à construire, les ponts sont à construire, les hôpitaux sont à construire, les écoles sont à construire, les aéroports sont à construire, et même l'infrastructure Internet n'est pas la même pour tout le monde. Alors qu'en Occident, ils sont plus vieux, leur population est vieillissante, et eux, ils ont construit leur pays déjà. Ils ont les routes, les ponts, et quand ils construisent, c'est simplement pour améliorer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que jeunes, vous avez une chance de construire votre pays et votre continent. Parce que si vous ne le prenez pas en main, là, ce sont les autres qui vont venir construire à notre place. Et les autres sont vieux, ils vont nous amener des méthodes de leur pays. D'accord? Donc vous devez prendre conscience de ça. Et le numérique, c'est une chance pour vous, pour le faire. Alors, aller à l'école, c'est né avec l'ère industrielle. Et pour moi, il y a deux grandes inventions qui ont fait que l'ère industrielle marche. C'est la machine à vapeur. Avant qu'il y ait la machine à vapeur, tout ce qu'on faisait était artisanal. Ensuite, il y a eu l'électricité. Ces deux inventions-là ont fait que les usines se créent. Donc, comme on créait les usines, il fallait trouver des gens pour aller travailler dans les usines. Et naturellement, il fallait former ces gens-là pour aller à l'usine. Parce qu'avant, on n'allait pas à l'école. Les gens avaient des métiers agricoles, ainsi de suite. Et même quand on a commencé à travailler dans les usines, la moitié de la population ne travaillait pas. Les femmes, elles ne travaillaient pas, elles restaient à la maison. C'était seulement les hommes. Les femmes ont travaillé bien plus tard. Pourquoi on a créé les industries? Pour augmenter la productivité. Tout ce qui se faisait de façon artisanale a fini par se faire de façon grande quantité. Et on a remarqué aussi que l'ère industrielle a eu ceci de particulier. On a créé des McDo et on s'est rendu compte qu'on mangeait mal. Et on a créé des disciplines telles que la nutrition qui nous ont appris qu'il y a une différence entre beaucoup manger et bien manger. Il y en a parmi vous, quand ils ont mangé une nourriture en quantité, même si elle n'est pas terrible, il dit il a bien mangé. Il y en a, s'il a mangé une petite quantité de nourriture, mais elle est très bonne, lui il dit il a bien mangé. Donc il y a une différence. C'est la discipline qu'on appelle nutrition qui nous l'a appris. Si le numérique existe aujourd'hui, c'est grâce à cette personne. Il s'appelle William Shockley. Ce monsieur, c'est un Américain. Il a inventé le premier transistor qui a été à la base de tout ce qui a fait qu'on puisse avoir des micros, enregistrer de la musique, faire l'Internet, créer les ordinateurs. Il est mort. Il est mort en 89. Et voilà à quoi ça ressemble, à quoi ressemble un transistor aujourd'hui. Je crois que pour ceux qui sont au lycée technique, certains ont déjà vu ça dans les appareils qu'ils ouvrent. Hein, comment? Voilà, émetteur, base, collecteur. Alors, après l'ère industrielle est née l'ère du numérique.
2 personnes ont fait que le numérique existe. C'est Steve Jobs, qui est mort, qui a créé tous les équipements Mac, Apple, ce que vous avez, iPhone, iPad, tout ça. C'est lui qui a créé. Lui fabriquait aussi bien le matériel et le logiciel. Alors un autre, c'est Steve Jobs, c'est Bill Gates. Tout le monde connaît Bill Gates parce que pendant longtemps, il a été l'homme le plus riche au monde. Il était tellement intelligent qu'il a produit des logiciels au lieu de les vendre, parce qu'à l'époque de l'ère industrielle, quand vous produisez quelque chose, vous le vendez. À l'époque de l'ère du numérique, on loue des services. Lui, ses logiciels, il vous les loue. Vous payez Windows, mais ça ne sera jamais à vous puisqu'il passe le temps à changer de version. Vous ne voyez pas les mises à jour que vous devez faire tout le temps. En fait, c'est comme si ça ne vous appartient pas. Vous êtes en permanence en train de faire des mises à jour de vos téléphones, de tout ce qu'il y a dedans. Lui, il n'a fait que les logiciels. Il n'a pas fait le matériel. Lui, il a fait le matériel et les logiciels. Au cœur de tout système, vos téléphones, les ordinateurs, tout ce que vous avez, même les avions, il y a ce qu'on appelle le microprocesseur. En fait, dans le microprocesseur, c'est des milliards de transistors qu'il y a dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que plus on a réduit la taille des transistors, des microprocesseurs, plus on a augmenté le nombre de transistors qui étaient dedans. Le téléphone que vous utilisez aujourd'hui est plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé les hommes dans la Lune. Parce qu'à cette époque-là, la puissance de calcul était très faible. Aujourd'hui, un transistor a un processeur a 1,750 milliard de transistors à l'intérieur, à l'heure actuelle. Là, c'est depuis qu'ils ont commencé les chiffres. Vous voyez que c'est beaucoup. Mais plus il y en a, plus c'est puissant, plus ça calcule. Alors le numérique, c'est quoi? Parce que c'est difficile pour vous de comprendre ce que le numérique fait si vous ne savez pas c'est quoi le numérique. On va essayer d'expliquer, on va essayer d'être simple. On va partir d'une grandeur qu'on appelle l'analogique. C'est-à-dire à l'ère industrielle, il n'y avait pas le numérique. Donc vous allez naturellement me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'analogique. Et aujourd'hui, il y a encore l'analogique à l'heure actuelle. Et vous allez voir dans quelle partie l'analogique est cantonnée. Alors, si vous prenez dans la journée la température toutes les 15 minutes, d'accord? Vous prenez la température toutes les 15 minutes. Quand le soleil chauffe, la température monte. Quand le soleil baisse, la température baisse aussi. D'accord? Vous allez tracer une courbe comme ça, qui va varier en fonction de la température. Ça, c'est une courbe analogique. C'est le cas là où je parle, le micro prend le signal et quand je parle fort, le signal est haut. Quand je parle bas, le signal est bas. Donc si on pouvait voir le signal qui sort de mon micro, il est comme ça à chaque fois que je parle. D'accord? Et c'est analogique. Mais vous allez me dire, oui, mais on est à l'ère du numérique. Mon signal deviendra numérique quand on va le prendre pour vouloir le stocker. Parce que manipuler l'analogique, c'est compliqué. Mais manipuler le numérique, c'est facile. Vous arrivez à prendre un bout de chanson, coller, copier, parce que vous utilisez le numérique. À notre époque, c'était compliqué. Soit on avait de gros équipements, il fallait avoir de l'argent pour acheter ça. Soit on allait dans des stations de radio qui avaient ce matériel-là pour couper les bandes. Mais ça n'avait rien, c'était manuel. Ça n'avait rien de technique. Alors le numérique, lui, il n'a que 2 états. Soit il est à 0, c'est un signal qui n'a que 2 états. Il est à 0, il est à 1. Il est à 0, il est à 1. D'accord? Il n'a pas plus que ça. Pourquoi? Parce que l'ordinateur ne comprend que ça. Le transistor, il passe le temps à fermer, ouvert, fermer, ouvert. Il ne comprend que ça. Moi, si je veux parler avec l'ordinateur, je ne peux pas lui parler directement parce que lui, il a son langage, moi, j'ai le mien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ce que vous entendez tout le temps, le code. HTML, CSS, Python, C++. Ce sont des langages qui sont en fait des interfaces entre nous et la machine. Et ce sont les développeurs, les algorithmiciens qui le font. D'accord? Et il y a un équipement, c'est celui-là, on l'appelle un convertisseur. C'est celui qui permet de passer du numérique à l'analogique et de l'analogique au numérique. Réfléchissez quand vous voulez envoyer un mail et on vous dit, votre mail, le fichier attaché est trop gros. Qu'est-ce que vous faites?
vous êtes obligé de le compresser pour qu'il puisse voyager. Dès que vous entamez l'étape de la compression, c'est en fait parce que le fichier est numérique que vous pouvez le compresser. S'il n'était pas numérique, vous ne pouvez pas le compresser. Et quand il arrive au bout, il est décompressé. D'accord? Et la façon dont il a été compressé, l'équation de décompression voyage avec le message. Pour qu'à l'arrivée, l'ordinateur qui reçoit votre message sache comment il va le reconstituer. Pourquoi l'école doit et peut se numériser? Pour la simple et bonne raison que la qualité est meilleure. Et le coût. Imaginez un contenu, c'est-à-dire un livre. Si on a un bon livre et que tout le monde veut pouvoir travailler, qu'il y a 500 élèves dans une classe, il faut 500 livres. Un par élève, sinon c'est difficile. Or, vous avez déjà vos téléphones. Si on arrive à trouver, le prof fait son cours, un bon contenu, et il vous l'envoie. C'est le seul cours qu'il a fait, il vous l'envoie, vous le partagez. Rapidement. Et vous pouvez le lire avant même de venir le lendemain faire le cours parce qu'il vous l'a envoyé et vous le regardez avant. Donc quand il vient, ce n'est pas pour écrire encore. C'est pour que vous lui posez des questions sur les parties que vous n'avez pas pu comprendre. Vous voyez? Et là, on gagne du temps. C'est comme ça les autres apprennent maintenant. C'est pourquoi nous, on vous en parle, parce que si nous, on vous le dit et que vous pouvez influencer, c'est comme ça qu'on va influencer petit à petit et on va créer cette synergie des gens qui sont conscients du fait que là, on a une opportunité pour bien faire. N'attendez rien des autres. Personne n'attendez pas des autres, c'est vous-même. D'accord? Alors, on a parlé des contenus. Les contenus, c'est tous les cours qu'il faut produire. Alors, dans certains cas, il faut avoir l'Internet, mais pas toujours. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Il faut avoir des équipements, les serveurs. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, tout est dans le cloud. Et si vous voulez poser des questions sur le cloud, on reviendra là-dessus. Mais la chose la plus importante, c'est que c'est l'appropriation. Si vos enseignants ne sont pas chauds pour utiliser les solutions technologiques et que vous-même, ça ne vous intéresse pas, ça n'ira nulle part. C'est une question d'appropriation. Approprier, ça veut dire vous l'acceptez et vous faites tout pour l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous pouvez être meilleur que vos enseignants. Donc lui, il peut avoir un problème pour pouvoir adopter ça parce qu'il se dit, ceux-là, ils ont pris de l'avance. Mais c'est facile, il peut se former aussi dès qu'il aura envie. Et ils peuvent commencer par les enseignants qui sont déjà passionnés. Eux, ils vont aider ceux qui sont moins passionnés. Parce qu'aujourd'hui, la formation, elle est collégiale. Même moi, je ne connais pas tout. Je peux discuter avec un d'entre vous qui va me dire, oui, mais ça, là, ça se fait comme ça. D'accord? Alors, il y a des ressources libres. Parce que la difficulté, quand on va par exemple venir vous donner des ordinateurs, le tout, ce n'est pas qu'on vous donne des ordinateurs. Encore, il faut que l'ordinateur, on a besoin d'antivirus, on a besoin de contenu à utiliser. Et si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, on n'a pas fait une étude avant, et on vient vous donner quelque chose, vous ne savez pas quoi faire avec. Et c'est un ordinateur maximum 5 ans, il n'est plus utile. Au bout de 5 ans, c'est-à-dire cet ordinateur est moins performant déjà. Parce qu'il y a des firmes qui sortent un modèle tous les 6 mois. D'accord? Donc au bout de 5 ans, on estime que pour des calculs récents, votre ordinateur n'est plus de taille. Sankoré, c'est un projet au Mali. Et Sankoré, c'est le nom d'une mosquée qui est devenue une université au XIIIe siècle au Mali. Les Français ont fait quoi? Ils ont pris cet appareil qu'ils mettent au plafond ici. Il y a un portable, il y a des équipements et ils recréent un tableau interactif. Ils emmènent ça dans des salles de classe parce qu'ils ne peuvent pas acheter des livres à tout le monde. Donc ils utilisent des équipements. On met les contenus dans le portable et on enseigne avec. Donc on peut faire plein de choses puisque c'est interactif, c'est proche de l'écran tactile. Wikipédia, vous connaissez tous Wikipédia? Alors Wikipédia, le propriétaire de Wikipédia, c'est un monsieur qu'on appelle Jimmy Wales. Wells, oui. Jimmy Wells, il avait un ancien boulot et qu'il épuisait. Et il avait décidé, comme c'était l'ère du numérique, de prendre tout son argent et lui aussi de créer une entreprise numérique. Et il a décidé de créer une encyclopédie en ligne. Parce qu'avant, l'encyclopédie, c'était un groupe de personnes qui écrivaient ça pour nous.
Aujourd'hui, grâce à Wikipédia, même vous pouvez écrire dans une encyclopédie. Et c'est un ami informaticien à lui qui lui dit, tu peux ouvrir, on appelle ça le wiki, tu ouvres les pages et les gens vont écrire à l'intérieur. Tu ouvres les pages en ligne et les gens viendront mettre les informations. Et quand les informations vont commencer à figurer, naturellement, ceux qui prétendent avoir la connaissance seront obligés d'aller regarder si ce que vous écrivez est bon ou pas. Parce qu'ils ne vont pas accepter de perdre leur pouvoir comme ça. Et c'est comme ça que Wikipédia est né. Et aujourd'hui, sur les questions scientifiques, Wikipédia est plus fiable que certaines encyclopédies. Kiwix, c'est un logiciel qui vous permet d'aspirer, c'est-à-dire vous téléchargez Wikipédia parce que vous pouvez, si vous n'avez pas l'Internet, vous allez avoir un problème pour utiliser certains outils. Donc, vous aspirez tout Wikipédia et puis vous avez ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir Internet pour faire vos recherches. YouTube, que vous utilisez tout le temps. Le vice-champion du monde au dernier jeu de Rio, il s'appelle Julius Yevo. Il a appris à lancer au javelot sur YouTube. Il est vice-champion du monde de javelot et après il allait se perfectionner en Norvège. C'est pour vous dire que vous l'utilisez peut-être pour certaines choses, mais les gars, vous pouvez devenir très riches si vous commencez à regarder ce que vous faites avec. Il y a 3 firmes, Coursera, Udacity et EDX, qui se partagent 95% du marché des cours en ligne. Les 3 là. En France, l'État français a pris 12 millions et ils ont créé une espèce de MOOC qu'ils appellent Fun. Et le meilleur pour moi, c'est ça. Coursera. Coursera, c'est les meilleurs cours donnés par les meilleurs profs des meilleures universités de tout le monde sont en ligne. Du monde entier sont en ligne. Et vous pouvez passer l'examen. Le secteur du numérique est l'un des secteurs qui recrute en ce moment. Et il recrute non seulement pour les métiers du numérique, mais il recrute aussi pour les entreprises qui sont en train de se digitaliser. Une entreprise qui se digitalise, c'est une entreprise qui insère des outils numériques dans son processus de fonctionnement. Alors, on a le commerce en ligne, une entreprise qui vendait avant comme ça, vend maintenant en ligne. On utilise les smartphones, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Alors, tout ça, ça a modifié l'expérience achat. Donc, ça crée de nouveaux besoins. Et si ça crée de nouveaux besoins, ça crée de nouveaux métiers. Les métiers sont aujourd'hui classés en 2 catégories. Mais on dit ceci, 60% des métiers à venir ne sont pas connus. Ne sont pas connus dans ce sens qu'on ne sait pas à quoi ils vont ressembler. On sait une chose, c'est qu'ils seront impactés par le numérique, mais on ne sait pas à quoi ils vont ressembler. Ça veut dire que vous pouvez les créer. Vous pouvez façonner ces métiers-là. 60%. Et ça concerne le monde entier, l'Afrique, l'Amérique, tout le monde. Donc vous avez 2 catégories de métiers. Les métiers qui sont purement numériques, donc développeurs, algorithmiciens, cloud computing, data science, intelligence artificielle, cybersécurité. Vous savez que dans toute chose, s'il y a le bon côté, il y a le mauvais. L'Internet a son bon côté, il a son mauvais côté. Et ce sont les gars de cybersécurité qui passent le temps à traquer les hackers. Et après, vous avez les métiers qui sont impactés par le numérique. Vous avez techniciens fibre optique, ce sont les gars qui posent la fibre optique dans la ville. Vous avez la production d'objets connectés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets connectés. Ensuite, vous avez la parascopie. Ce sont les médecins qui opèrent avec des manettes et un écran. Parce que le robot est plus précis que la main. Ouais. Bon, vous entendez souvent de plateformes web mobiles. Une plateforme web, c'est une plateforme qui se fait sur un ordinateur. Une plateforme mobile, c'est sur le téléphone. Web mobile, c'est que la même, elle est sur l'ordinateur et sur le téléphone. Après, vous connaissez M-Pesa. M-Pesa, c'est l'ancêtre de Airtel Money. C'est né au Kenya. Quand je dis ancêtre, c'est que c'était avant. Et c'est eux qui ont commencé avec le paiement. C'est au Kenya.
Donc, c'est Safaricom, l'équivalent de la société, par exemple Gabon Télécom, les gens braquaient énormément. Et ils ont réfléchi, on venait vous dire, même vous, quand vous circulez, quelqu'un peut venir vous arracher votre argent. Et là-bas, c'était devenu intense. Et comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris des jeunes qui ont développé l'application. Au Kenya, même le taxi, vous payez avec le téléphone. Les gens n'ont pas d'argent. Ça, c'est des jeunes qui produisent des fraises dans les containers. Une façon de voir comment les technologies permettent de créer de l'emploi. Ils s'étaient rendus compte que 60% du prix des fraises, c'est le transport. Leurs parents sont agriculteurs, ils ont pris un conteneur, ils ont mis des lumières parce que les plantes ont besoin d'ultraviolet pour pousser et ils ont fait pousser les fraises à l'intérieur. C'est climatisé, donc la température est stable, l'eau c'est du goutte à goutte et ça utilise des énergies renouvelables, donc c'est valable tout le temps. Vous pouvez utiliser, c'est bio, puisque c'est bio à partir du moment où on ne met rien. Mais on ne peut rien mettre, il n'y aura pas de mouche, il n'y aura pas de problème, puisque c'est clos, le conteneur est fermé. Bon, maintenant imaginez, vous prenez cette technologie, vous venez au Gabon, vous allez produire les fraises qui poussent chez eux pendant toute l'année, puisque vous allez mettre la clim dedans, vous allez mettre toutes les conditions. Je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas la peine de chercher à avoir des idées, parce que toutes les bonnes idées sont prises. Cherchez plutôt à résoudre des problèmes. WhatsApp résout un problème, c'est le coût élevé des communications traditionnelles. Donc si vous êtes quelque part où il y a un problème, vous vous rendez compte que ce problème vous embête et embête d'autres personnes aussi, là vous pouvez chercher à le résoudre. Le coût a beaucoup baissé. Avant de créer une entreprise, il fallait avoir un local, il fallait plein de choses. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez déjà une entreprise, vous pouvez tester plein de choses via les NTIC, vous pouvez tester. Et la chose la plus importante, c'est la créativité.